Bonjour Monsieur Bocardassac. Bonjour Diane. Bonjour Manuel, ça me fait plaisir de vous revoir en chair et en os, avec de bonnes mines en plus de ça. Merci beaucoup. C'est curieux, ni le virus, ni Macron et sa campagne de terreur nous ont atteints. Pas du tout. Bon, bravo les troupes. Bon. Merci beaucoup. On commence cet entretien. Ah là là, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais franchement, il y a de quoi avoir des rages dedans. Le parquet national financier vient de condamner très lourdement le couple Fillon. Quel est votre commentaire? C'est très intéressant parce que, bon, ça rappelle la façon dont François Fillon a été euthanasié alors qu'en principe il aurait dû remporter l'élection présidentielle. Et cette hâte à nouveau pour que le parquet national financier le condamne, alors que la présidente, l'ancienne présidente du parquet national financier venait ou vient de faire des déclarations disant qu'elle avait reçu des pressions énormes pour accélérer la procédure avant les présidentielles, ça montre que le pouvoir essaye de boucler la boucle le plus rapidement possible, de façon à en terminer avec Fillon. Donc la condamnation est terriblement lourde, parce que tout de même 5 ans avec 2 ans de prison ferme, bon, je sais qu'il a fait appel avec son épouse, donc ce n'est pas définitif, mais là on sent qu'il y a une crainte du pouvoir de ce que Fillon puisse éventuellement revenir, ou tout au moins que l'élection de Macron soit remise en cause, qui est évidente. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Et c'est ça qu'il faut expliquer. Alors, je vais donner un coup de pied de plus à tous ces crétins de nos milieux qui paniquaient parce que les uns ou les autres ont pu dire sur Fillon, et notamment Philippe de Villiers, qui l'a enfoncé en disant que Fillon, en affirmant que François Fillon faisait partie des Bilderberg alors qu'il n'en fait pas partie, mais qu'il a été invité, ce qui est une nuance. C'est grâce à ce genre d'individus que ceux qui auraient dû voter pour Fillon n'ont pas voté Fillon et qu'on a aujourd'hui Macron. Merci à eux. Mais de toute façon, ce que Fillon a fait n'est pas c'est immoral. Bah, je l'ai dit sur tous les tons, mais vous faites bien de relancer là-dessus. Si ce que Fillon a fait est illégal, ce dont on le reproche, pourquoi plus de centaines de députés et de sénateurs, jusqu'au président de l'Assemblée nationale de l'époque, Claude Barthelone, pourquoi ne sont-ils pas eux aussi poursuivis? Ils en faisaient autant. Alors il faudrait savoir. Donc c'est vraiment le seul, parce que c'était le seul qui dérangeait le complot ourdi par Macron et ceux qui sont derrière lui. Voilà ce que c'est. Ce public bien pensant n'a pas compris et est tombé à pieds joints dans le piège. Merci à eux. Et qui ne viennent pas pleurer maintenant de ce qui arrive à la France, ce qui leur arrive à eux. Ah, maintenant ils pleurent, ils manifestent, etc. Non. Que dire de Jean Castex, le nouveau Premier ministre? Oui, bon, alors, franchement, je suis surpris sans être surpris, d'abord parce que c'était annoncé depuis un bon bout de temps, mais franchement, je trouve que Macron n'est pas reconnaissant, parce que Édouard Philippe l'a très très bien servi. Et en fait, le jeu de Macron, du fait tout de même des réactions des Français qui commencent à comprendre que cette histoire d'épidémie si mal gérée, le confinement, etc., en fait, il veut apparaître contre le bon, dont la politique a été torpillée par le méchant Édouard Philippe. C'est l'histoire du bon flic et du méchant flic. C'est classique, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Bon, donc il se débarrasse d'Édouard Philippe, d'autant que, alors là je ne comprends pas pourquoi, soi-disant, Édouard Philippe était beaucoup plus populaire que lui, Macron. Parce que franchement, c'est la même politique. C'est absolument incroyable. Bon, mais ça sont les sondages. Donc on croit en sondage ou on n'y croit pas. Alors, ce Jean Castex, c'est qui? Alors, il faut savoir qu'il vient de l'équipe de Xavier Bertrand, qui
et franc-maçon, membre du Grand Orient. Donc, c'est pas un bon gâteau qu'il a pris avec lui. Ce Jean Castex a fait partie de l'équipe de Sarkozy, ce qui évidemment est une recommandation pour nous, n'est-ce pas? Il a été jupéiste, et puis, logiquement, d'ailleurs, tout à fait logiquement, il est devenu macroniste. Donc voilà, on n'a pas à s'entendre à quoi que ce soit de lui, alors on nous le présente comme un homme de la droite sociale, pour rassurer le bon peuple. Donc, il ne faut pas s'attendre à des miracles, hein. Il faut s'attendre au pire. Et il faut tout de même rappeler aussi que c'était Monsieur Confinement. Donc c'est lui qui a géré le confinement, qui n'est toujours pas franchement terminé. Le déconfinement. D'autant qu'on nous annonce probablement une recrudescence du coronavirus en octobre. Donc rebelote, prévisible, on prépare déjà le public. Donc voilà, donc il n'y a rien de changé, c'est toujours la même chose. De toute façon, que ce soit Macron, Philippe, Castex ou autre, il faut savoir que ce sont des pions. Qui est derrière? Si vous n'avez pas encore compris, je parle aux auditeurs, eh bien, essayez d'ouvrir les yeux et les oreilles. Alors on va passer aux élections municipales qui viennent d'avoir lieu. Quelles leçons peut-on tirer vis-à-vis des résultats? Ouais, alors là encore, il faut se méfier des commentaires, parce que quand on nous parle de la grande vague verte, je dirais un petit clapotis. Pourquoi? Parce que quand on voit le nombre d'abstentions, visiblement ce ne sont que les fanatiques hallucinés par le problème climatique dont on nous casse les oreilles depuis des années, qui ont voté. Donc c'est une élection biaisée. En plus de ça, quand il y a il n'y a eu que 40%, je crois, de votants, c'est une des élections à la participation la plus basse. Alors il y a ça. Donc c'est une fausse victoire des Verts. Il faut tout de même le retenir. Et on est en train de nous préparer une candidature présidentielle verte, etc., au cas où. Autre leçon à tirer, c'est le jeu de la busine, qui s'est maintenue à Paris alors qu'elle n'avait aucune chance. D'ailleurs, je crois qu'elle n'a fait que 12% au moment, donc au deuxième tour des municipales à Paris. Donc, en se maintenant, elle a fait le jeu d'Agnès Hidalgo. Parce que si elle s'était retirée, il est possible que Rachida Dati ait pu passer. Sans doute de justesse, mais là encore, on se rend compte que le public, et d'ailleurs c'est général dans toutes les grandes villes, pour ça qu'il y a eu la vague verte aussi, la vague verte n'est que dans les grandes villes. Donc, ce sont les bobos des grandes villes. Mais la France profonde vote autrement. Donc ça aussi, c'est une leçon qu'il faut retenir. Alors, secouée par sa concurrente Rachida Dati, Agnès Buzyn a larmoyé à propos de ses échanges sur les marchés parisiens. Je la cite. « C'était inouï, une violence complotiste, des attaques antisémites liées aussi à cette peur de l'épidémie, à un réflexe ancien dans les populations de trouver un responsable. » Que vous inspire et vous évoque Mais elle a raison, cette madame. Mais elle a tout fait pour ça. Ces déclarations. Elle est juive. Les Français constatent qu'elle a géré l'épidémie qui venait. Elle l'a elle-même dit et avoué. Et elle s'est elle-même démasquée. Alors, rappelez-vous ce que je disais au tout début. Bon, je connaissais déjà la réponse. Mais je disais, est-ce par incompétence ou est-ce par volonté de laisser l'épidémie se diffuser pour pouvoir paniquer les Français et les enfermer? Eh bien, le bon public populaire des marchés, lui, a compris. C'est pas dans les beaux milieux. Et voilà pourquoi elle s'est fait sans doute traiter de tous les noms d'oiseaux, certainement quelques petits mots gentiment antisémites qui la feront pleurer.
De toute façon, quelques jours auparavant, son collaborateur Jérôme Salomon a aussi été auditionné par la commission de l'Assemblée nationale. Même question, qu'est-ce que vous avez pensé? Alors, bon, c'était un petit peu sur un autre registre parce que les personnalités ne sont pas les mêmes, bien que l'origine ethnique soit la même, tous deux juifs, on le sait, tout le monde devrait le savoir. Alors, la différence entre les deux entretiens, c'est que Salomon l'a pris de haut, arguant de tous ses titres universitaires. Je regrette beaucoup, ce n'est pas un titre universitaire qui explique une politique. Tout ce qu'il a fait, avec la Buzine derrière, bien entendu, donc il a pris de haut, et je crois que ça a été assez mal pris par les députés. Quant à la Buzine, alors là, ça a été sur le ton larmoyant. Et je l'ai vu, et vraiment, on sentait qu'il était au bord des larmes, il paniquait. J'avoue que ça m'a fait un certain plaisir, en toute charité chrétienne, parce que cette femme porte une responsabilité énorme, par délégation avec Macron, parce qu'ils sont tous responsables, co-responsables, coupables et responsables, contrairement à ce qu'on disait à sujet d'un certain Fabius, coupables et responsables. Donc, je ne sais pas comment les députés vont trancher à partir de ces dépositions, mais et Buzine et Salomon n'ont strictement rien expliqué ou excusé de leur comportement, dont on ne peut que constater que ça a été un désastre pour la population française. Et je ne sais pas si on en parlera plus tard, si vous avez l'intention de me poser la question, à propos des déclarations du professeur Perron. Rappelez-vous ce qu'il a dit dernièrement, tout dernièrement, que si le pouvoir, c'est ça qu'il visait, avait soutenu le protocole du professeur Raoult, ça aurait évité à la France environ 25 000 morts. C'est une déclaration dévastatrice. Par le professeur Perron, qui est chef du service d'infectiologie. Tout à fait, donc c'est quelqu'un qui est au cœur même du sujet, un infectiologue, et de réputation mondiale, comme le professeur Raoult. Et alors, chose aussi que je veux signaler, c'est que successivement, l'ordre des médecins s'en est pris au professeur Joyeux parce qu'il s'était opposé aux vaccinations des nourrissons imposées dictatorialement par la Buzine. Puis ils se sont pris au professeur Raoult, le menaçant de le radier lui aussi de l'ordre des médecins. Et je viens d'apprendre qu'il a été question de la même chose contre le professeur Perron à propos de la citation que je viens de donner sur les 25 000 morts. Voilà ce que c'est que l'ordre des médecins. Et je peux en témoigner, parce que dans les problèmes que j'ai eus avec mes confrères francs-maçons pendant mon exercice à Toulon, l'ordre des médecins, évidemment, a toujours joué contre moi. Vous avez suivi le fait que le professeur Raoult ait déposé plainte pour menace de mort? C'est déjà assez ancien. C'est déjà assez ancien. Et alors, justement, à ce propos-là, l'enseignement, il a reçu des menaces de mort, et apparemment, ça vient du service de l'hôpital de Nantes, dont le patron, donc l'infectiologie, je suppose, est dans la ligne des Buzine, Salomon, Macron, etc. Donc c'est la même bande. Et que, il faut le rappeler aussi, sur le propre site du ministère de la Santé, on a écrit que les résultats obtenus par le professeur Raoult avec son traitement étaient une fake news. Ah. Oui, c'est vrai. Mais toutes ces choses-là, il faut savoir, quand on les voit apparaître, ça ne dure pas très longtemps en général sur les médias, il faut les noter avec la référence, et puis un jour, justement, lors d'une conférence ou d'un entretien, on ressort ça. Et c'est ça qui fait la force de démonstration que l'on peut avoir. On va parler d'une autre personnalité que vous connaissez bien, Philippe de Villiers,
sur RMC le 30 juin dernier, a laissé entendre qu'il aurait l'intention de se présenter aux prochaines présidentielles 2022. Alors, est-ce qu'il serait un joker du pouvoir une fois Emmanuel Macron tombé? Parce qu'ils sont très proches. C'est une possibilité. Ce qui est embarrassant avec Philippe de Villiers, c'est qu'il dit tout et le contraire de tout. Je l'ai vu dernièrement ironiser sur la politique du pouvoir par rapport à l'épidémie, et puis dans une autre déclaration, appuyer Macron dans sa politique. Là, il faudrait savoir. Je me rappelle d'ailleurs à l'époque, j'avais soutenu ce qu'il disait, c'était au moment avant le vote sur la Constitution européenne, on ne pouvait qu'applaudir ce qu'il avait dit. Mais avec lui, on ne sait jamais très bien où il est ambigu, et puis je rappellerai aussi des choses qui m'avaient tout de même fait un petit peu changer d'optique à son sujet, il avait rallié Sarkozy. Il a rallié Il avait rallié Sarkozy pour pouvoir être réélu dans sa région. Donc voilà, quand on note chez un homme politique des failles pareilles, je regrette beaucoup, on ne peut pas avoir confiance. À propos des manifestations antiracistes organisées en France autour de l'affaire Traoré, BHL estime que mettre un genou à terre, ce n'est pas une humiliation, ça peut être tout simplement compatir, ça peut être demander pardon. Il y a ceux qui sont sommés de mettre un genou à terre, mais il y a ceux qui mettent un genou à terre de leur plein gré. Ils le font parce qu'ils ont la volonté d'affirmer un partage de deuil, un partage de souffrance et éventuellement une responsabilité historique. Que lui répondez-vous? Oui. J'attends qu'il le fasse pour les crimes d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Et puis c'est très symbolique, mettre un genou à terre. Ouais, bien entendu, mais tous ces gens-là, ils se drapent dans leur dignité, le beau geste, etc. Moi, voilà pourquoi je réponds aussi brutalement qu'il en fasse autant vis-à-vis des crimes d'Israël. Il battent sa culpe. Et normalement, on se met à genoux que devant Dieu. Bah oui, forcément, mais alors là, il ne faut pas parler à Dieu à ce type-là. Moi, je ne vais pas mettre un genou à terre, par exemple. J'ai discuté avec une connaissance qui me disait cette histoire, oui, c'est bien de demander pardon. Je vais écouter. Je ne vais pas demander. Mais demander pardon de quoi? Mais moi, je ne vais pas demander pardon pour des éventuels meurtres que mon grand-père a commis pendant la guerre coloniale en Angola. Je n'étais pas né, je n'ai pas fait la guerre, donc je n'ai pas demandé pardon. Excusez-moi. Il y a deux informations toutes récentes que j'ai vues qui circulent sur la toile. C'est que la famille Traoré descend d'une peuplade quelconque qui pratiquait l'esclavagisme. Ah oui, c'est l'ironie. D'une part. Et deuxièmement, au point de vue de repentance, alors à propos de repentance, rappelez-vous ce que Castaner a voulu imposer aux policiers, de mettre un genou par terre, etc. Ce qui n'a pas fait particulièrement plaisir aux policiers dont on parlait lors du dernier entretien. Bon. Et alors, cerise sur le gâteau. Aïssa Traoré. Oui, employé. Le New York Times, qui a décrété que désormais ils écriraient le mot noir en majuscule et blanc en minuscule. C'est d'un ridicule. Alors je ne sais pas si c'est une fake news, mais en tout cas le texte que j'ai semble tout à fait authentique. Mais voilà, cette haine. Alors, qui est propriétaire du New York Times? Vous voulez une caricature de profil? La fondation Rothschild employait apparemment Aïssa Traoré, la sœur de... Bien entendu. Oui. Donc, encore une fois, ma petite formule, on retrouve toujours les mêmes derrière tous ces événements. Et alors, pourquoi? C'était une fondation qui servait aux enfants juifs, apparemment. Ouais, Les tout à fait, enfants tout à fait, défavorisés. tout à fait, tout à fait. Les défavorisés, ils les emmenaient en vacances, je ne sais pas où. Bon, ben, ok, pourquoi pas. Mais... Et alors, avez-vous vu cette information comme quoi des Noirs aux États-Unis voudraient déboulonner la statue de Saint-Louis Saint-Louis. et éventuellement débaptiser la ville de Saint-Louis? Parce que Louis était antisémite. Alors, Voilà. moi, j'ai une question là-dessus. Or, rappelez-vous mes deux conférences après l'incendie de Notre-Dame, dans lesquelles j'ai cité ces déclarations de rabbins et d'hommes politiques israéliens
pointant du doigt les responsabilités du roi Saint-Louis pour avoir brûlé quelques milliers de Talmuds en place de Grève. Vous ne trouvez pas qu'il y a une curieuse correspondance entre cette soi-disant volonté de Noirs, téléguidée par qui? Oui, c'est ça, De débrûler Saint-Louis? ils utilisent le noir pour faire un sale boulot, quoi, comme à chaque fois. C'est ça que je comprends pas. Je comprends très bien. C'est-à-dire, donc, un Afro-Américain ou quelques Afro-Américains, peut-être très passionnés par l'histoire de France, je ne sais pas. Donc, à mon avis, ils ne savent même pas qui est son lui, mais ils ont décidé du jour au lendemain qu'ils devaient débrûler la statue. Mais justement, qui leur a glissé cette idée dans la tête? Honnêtement, j'ai un peu du mal. Il y a une chose aussi, je ne sais pas si vous avez observé, bon, j'ai rien contre les Noirs en tant que Noirs et en général dans l'ensemble, mais je constate que très souvent les milieux juifs aujourd'hui utilisent des Noirs pour leur politique. Et en fait, c'est curieux parce que c'est en opposition aux musulmans. Je vais vous dire quelque chose après. Il y a une idée creusée là. C'est très curieux. C'est comme observez bien. La loi Avia, ils utilisent Laetitia Tout Avia à fait. C'est à ça que je faisais allusion justement. Comme ils ont utilisé Madame El Khomri, comme ils ont utilisé, comment il s'appelait Rokhaya Diallo. D'ailleurs, Rokhaya Diallo qui a été violemment agressé en place publique. Mais je pense que M. Macron ne l'a pas appelé. Zemmour, oui, il l'a appelé pour savoir comment il allait, mais Rokhaya Diallo, je pense qu'il ne l'a pas appelé. Personnellement, je pense que cette vague, c'est juste ma façon de voir les choses. Pendant des années, ils ont tapé sur les musulmans. Les musulmans n'ont rien fait, ils ne se sont pas révoltés, ils ne sont pas rentrés en guerre avec nous. Donc il faut passer au stade supérieur. On va taper sur les Noirs. On va maintenant faire bouger les Noirs. Donc les Noirs, eux, apparemment, sont beaucoup bien plus actifs que les musulmans. Ils sont évidemment tout de suite à courir partout, à casser tout. Rappelez-vous le mot de Lénine qui s'applique à beaucoup de choses. Il faut apprendre au peuple qu'il est malheureux. Eh bien, la tactique du monde juif aujourd'hui, c'est se servir du monde noir pour leur apprendre qu'ils ont été malheureux. Alors on pourrait me dire, oui, mais l'esclavage, quand même. Qui étaient les esclavagistes principaux? Tous des juifs. Fondamentalement des juifs et des arabes. Les arabes pendant 15 siècles, environ, je crois. Donc, voilà pourquoi il faut rappeler périodiquement la véritable historicité des choses. Mais en tout cas, moi ce que je constate, c'est que le monde juif se sert de plus en plus des Noirs aujourd'hui. On va passer au milieu. Vaste sujet. Alors, une question concernant Jérôme Bourbon. Alors, Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, a publié 2 pages entières d'un entretien avec vous à propos de la sortie de votre livre sur Charles de Gaulle. Bon, sur le livre a donné des aigreurs à pas mal de gaullistes, dont Henri Blesquin, qui vous vouent une haine tenace. Donc, vous avez fait des réponses qui ont dérangé plus d'un. Parmi ceux que vous avez triés à de nombreuses reprises, notamment Jean-Marie Le Pen et Hervé Ryssen. Voulez-vous en dire un mot à ce sujet? Bon, alors, premièrement, je dois remercier Jérôme Bourbon d'avoir osé publier 2 pages entières de Rivarol. Et en plus de ça, dans un numéro spécial qui est un des numéros les plus lus et les plus vendus. Et il est évident que Jérôme Bourbon, qui est tout sauf un imbécile, savait très bien ce que cela pourrait engendrer comme réaction. D'autant que, me connaissant, il savait très bien que j'allais dire des choses quelque peu dérangeantes pour un certain nombre de personnes. Bon, je n'ai pas voulu le mettre mal à l'aise plus qu'il ne fallait, mais j'ai tout de même tenu à rappeler un certain nombre de choses. Notamment à propos de la stature d'un certain Jean-Marie Le Pen, qui est le chouchou de toute cette droite nationale, même catho, même tradie, qui voyait en lui le sauveur de la France. Or, ce Jean-Marie Le Pen, et je me suis fait un plaisir de rappeler que c'est une information qui a été citée dans Rivarol à l'époque. Le Pen disant « Je suis le seul héritier du gaullisme ». Donc, vous
vous comprenez que, à propos de mon livre, cela tombait à pic. Et en plus de ça, dans le choc du mois, quelques années plus tard, Jean-Marie Le Pen affirmait aussi et regrettait que toute sa vie, il avait traîné comme un boulet l'extrême droite. Or, je rappellerai que, historiquement, c'est l'extrême droite qui l'a fait. Ça s'appelle cracher dans la soupe. Bon. Alors, Rissen, là, effectivement, j'ai à nouveau dit la petite chose qui allait provoquer sa rage. Et ça, c'est très révélateur. C'est ma tactique. Ils n'ont toujours pas compris. Quand je veux démontrer qui est quelqu'un, je le mets en position de devoir réagir. Et là, vraiment, ce malheureux Rissen, enfin malheureux entre guillemets, il me fait plaisir parce qu'il fait exactement ce à quoi je le pousse. C'est se démasquer un peu plus. Et il a remis une louche, mais d'une façon encore une fois insultante. Il m'a appelé à nouveau Ploncardachias. Ah ah ah. Mais il est incapable de répondre à mon argumentation concernant son ralliement au monde juif, au travers de Rissen, au travers de la politique sioniste de Rissen. Au contraire, il persévère. Au contraire. Et il a même, je le sais, bon, Jérôme Bourbon m'a gentiment transmis la correspondance qu'il avait avec lui, je ne vais pas en dire davantage, mais en tout cas, je tiens tout de même à témoigner de ce qui a été écrit dans la réponse de Rissen à Bourbon, très insultante, que puisque, alors deux choses importantes, deux choses très importantes. Premièrement, que puisque on continuait à taper sur Zemmour, il allait nous servir encore plus de Zemmour, de plus de Zemmour, encore, et encore, et encore. Mais le plus significatif encore, il disait, c'est dans le dernier numéro de la politique, il disait « J'en ai marre de cette droite réactionnaire qui ne fait que perdre. » Ah bon, ça veut dire quoi ça? Que comme Hervé Rissen ne veut plus perdre, il s'allie au monde juif qu'il croit avoir gagné. Ce qui reste à démontrer. C'est pas terminé. Et si, comme je l'espère un jour prochainement, les choses se retournent, je voudrais voir comment un certain Hervé Rissen viendra essayer de faire son retournement. Oui, mais actuellement, tout le monde, enfin beaucoup, pensent qu'Hervé Rissen a fait énormément pour dénoncer le judaïsme et donc le voit. Si demain il y avait un retournement, on dira « Ah, merveilleux, Hervé Rissen a tellement balancé sur le judaïsme, il est des nôtres. » La bêtise humaine, pour ne pas dire un autre mot, est ce qui donne le mieux la notion d'infini. Non, mais je regrette beaucoup, donc il a tourné Kazakh. Il l'avoue lui-même. Donc il ne veut pas perdre, donc il s'allie à celui qu'il croit avoir gagné, c'est-à-dire le monde juif. Il affirme que non, que vous racontez des histoires. Bon, vous avez, on va faire une petite parenthèse, bon, il y a une petite erreur que vous avez fait vis-à-vis, dans une déclaration vis-à-vis de lui, c'est par rapport à sa couverture de Paris Match. En fait, il a fait la couverture de Paris Match par hasard, par simple hasard. Le photographe l'a pris, lui. On croit au hasard ou pas, en fait. Non, au hasard. Il l'a pris au hasard, honnêtement. Il était là avec le grand drapeau, le photographe l'a pris, il savait même pas, le lendemain, il s'est même excusé. Il n'y a que ça. Parce qu'honnêtement, certes, il a écrit de nombreux livres, je pense une dizaine. Non, un peu plus que ça, je crois. Un peu plus, donc, sur le judaïsme, etc. Donc il devrait savoir parfaitement qui est Zemmour. Et surtout, je crois que je vous ai envoyé ça, ça date il y a 2 ans. J'ai déjà recommandé à de nombreuses personnes la lecture d'un texte que Youssef Indy a publié sur son blog en 2018 qui s'intitulait Zemmour, dissimulation ou assimilation. Et il prouve pour A plus B que Zemmour est un dissimulé et non pas un assimilé. Donc je pense que M. Rissen a dû le lire. Mais apparemment, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. C'est tout de même très curieux, tout de même, ce phénomène Rissen. Parce que, bon, il a été vu en de multiples reprises, publiquement, manifestant, etc., pris en photo, comme vous le rappelez, en première page de match.
mais que je sache, il n'a jamais été arrêté, Jamais été passé. contrairement à d'autres. Non. Il n'a jamais reçu de flashball dans la gueule, contrairement à quelqu'un que nous connaissons bien, Jean Lamour, Oui. qui me l'a rappelé d'ailleurs lui-même dernièrement. Oui. Il me dit, ah oui, c'est curieux, c'est moi qui ai reçu, c'est pas lui. Donc, pourquoi Il le rappelle souvent, notamment dans la vidéo qu'il a fait sur vous, en disant que vous ne faites que parler des Gilets jaunes, alors que eux, ils étaient en train d'être bastonnés sur les ronds-points. Ça m'étonnerait, parce que, ok, au début des manifestations, on voyait peut-être le monsieur avec son gilet, en compagnie de Benedetti de temps en temps, mais quand la police commençait à charger, où était-il? Il était encore là ou il était déjà parti? Je ne sais pas, honnêtement, Tout à fait. personnellement. Tout à fait. Mais, Manuel, je vous dirais de faire attention à une chose. Vous avez commencé votre réponse à ma question en disant que vous avez fait une petite erreur. C'était de l'humour, bien entendu. Oui, bon, c'est juste un petit peu... Le problème, c'est que nos milieux ne sont pas nécessairement suffisamment subtils pour comprendre l'humour. Oui. Il faut affirmer les choses. Ça, c'est mon expérience personnelle. Oui. L'humour, c'est bien dans un cercle restreint de gens intelligents. C'est pas le cas de la majorité de nos milieux. Ils ne comprennent pas l'ironie. Non, honnêtement, c'est juste... Non, mais je lis par expérience. Par expérience. C'est la réaction, donc... dans votre stratégie de nettoyage, vous venez d'être rejoint aussi par François-Xavier Rochette dans Rivarol, à propos de son étude sur le cas Matzneff. Un commentaire? Ah oui, ça j'avoue que j'ai été enchanté de voir son article sur Matzneff, parce qu'il m'en a appris. Je ne savais pas que Matzneff était juif, enfin d'origine juive. Alors, une chose, je ne me rappelle plus exactement dans les termes, mais le mot Matzneff, apparemment, se serait repris du mot hébraïque qui veut dire le pain azime. Mais ça, c'est un vieil article dont on avait déjà parlé. Enfin, il a repris son propos, Oui, mais on avait déjà parlé de... Et en tout cas, son truc est très 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 bien documenté, et ça c'est ce que j'aime justement, c'est quelqu'un qui travaille, qui a une solide formation nationaliste, et je ne peux que l'applaudir. D'ailleurs, j'ai applaudi et j'ai vu qu'il avait apprécié parce qu'il m'a remercié je crois que c'était sur Facebook. Donc voilà, c'est heureusement qu'il y a des éléments comme ça dans le milieu, qu'on se sent un petit peu moins seul. Bien que le fait d'être seul ou pas, moi, ça ne m'a jamais particulièrement dérangé. Je trace ma route, point. Oui, mais là, franchement, je tiens à le dire à nouveau, bravo à François-Xavier Rochette, il a fait un très très bon travail, entre autres, avec ce rappel au sujet de Matzneff, dont un certain Alain Soral ferait bien de tenir compte. Parce que Soral, c'est toujours la même chose, c'est un petit peu comme Philippe de Villiers. Il peut dire des choses très bien, tout à fait compatibles, et à côté de ça, on se dit, mais ça va pas, non? Alors, si la réaction de Rissen était attendue, par contre, il y a eu des silences révélateurs suite à votre entretien de Rivarol. Votre rappel sur Le Pen, le seul héritier du gaullisme, n'a pas entraîné de réaction de la part de ce dernier. Et pas non plus de la part de Lesquin, Benedetti, Chassé et d'autres. Bon, comment interprétez-vous ces silences? Je pense que fondamentalement, c'est qu'ils ont compris que Jérôme Bourbon, déçu de leur comportement à tous, quand il a eu notamment son problème avec les brigandes, qui s'est fait agresser, que tout ce petit monde-là, de droite soi-disant nationaliste, qui plus est, l'a laissé tomber. Et d'ailleurs, Bourbon, dans son fameux éditorial dans lequel il parlait justement de nettoyer les écuries d'Augias, donne carrément la raison. Pourquoi il a décidé en fait, de rejoindre ma stratégie de nettoyer les écuries d'Augias que j'ai lancée quand j'avais fait le tour à l'époque, en 2001, de nos milieux. Déjà à l'époque, ça ne s'est pas amélioré depuis lors. Donc, ils ont compris que réagir contre ce que j'avais écrit
ne pourrait que leur porter préjudice. Donc ils la bouclent. On verra, c'est peut-être pas terminé, il sera toujours temps de réagir si eux-mêmes réagissent. Mais tout ce que j'ai dit à leur sujet, tout ce que j'ai écrit à leur sujet, sur base de leurs déclarations écrites, je le maintiens, c'est évident. Ce ne sont pas des gens sûrs. Point. Et pour ça que j'avoue que j'ai été très agréablement surpris de voir que François-Xavier Rochette avait fait cet article sur Mazenef. Ce ne sont pas les Le Pen, ce ne sont pas les Lesquin, ce ne sont pas les Benedetti et autres qui ont fait ça, parce qu'ils ne sont pas des travailleurs. Ce sont des gens qui sautillent de blog en blog, de chaînes machin chouette et trucs, etc., mais qui ne construisent rien, ils ne font pas d'études approfondies. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs incapables de me répondre à mes arguments, ils ne savent qu'insulter. Si, ils vous répondent par des insultes. Oui, mais justement, c'est ça. Ils vous répondent par des insultes. Alors, prochaine question, comme je vous ai dit, ça m'a été adressée par un internaute, dû aux amalgames entre nationalisme, patriotisme, fascisme, etc., il y a un internaute qui vous pose la question suivante. Est-ce qu'on peut être nationaliste sans être raciste? C'est une question intéressante à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Qu'est-ce que le nationalisme? C'est par là que je vais commencer. Le nationalisme, c'est la défense des principes qui aident à maintenir la nation dans son être incorruptible. Point. Son être national, religieux, etc., etc. Donc au départ, il est évident que cela correspond à une ethnie qui était à l'origine de cette formation. Mais le problème aujourd'hui, et là c'est une constatation, on peut pas, c'est un fait aujourd'hui, du fait de la colonisation, il y a eu différentes populations qui se sont agrégées à la nation française, bon gré, mal gré. Donc, pour tout nationaliste aujourd'hui, que faire face à un certain nombre de personnes de ces origines qui ne sont pas d'ethnie française d'origine? Le seul moyen de trancher, c'est quelle est leur position par rapport à notre héritage national. S'ils sont pour et qu'ils le défendent, il n'y a pas de problème. S'ils sont contre, c'est dehors. Voilà ma réponse. Et pour continuer sur le racisme, ne pensez-vous pas qu'avec tous ces conflits raciaux qui sont à nouveau ravivés avec ce qui se passe aux États-Unis, notamment avec la mort de George Floyd ou même en France avec Traoré, que en fait le conflit racial ne serait pas une étape préalable au nouvel ordre mondial? Ah, c'est évident. C'est évident. Pour arriver à faire plier les peuples, ils ont besoin de le mélanger, de le métisser. Et alors c'est vrai pour nous en tant que Français de souche, mais c'est vrai aussi pour les populations étrangères, ou d'origine étrangère, que ce soit les musulmans ou les noirs, parce qu'eux aussi vont être amalgamés dans tout ça. Le but final est de faire perdre les racines à tous ces peuples constitués d'origine. Faire perdre leurs racines, tout simplement, de façon à pouvoir fabriquer un homme unidimensionnel, ayant les mêmes goûts, les mêmes idées bien entendu, soigneusement fabriquées par les médias. Donc voilà, c'est ça l'homme du futur, les mêmes goûts, les mêmes besoins fabriqués par les grandes multinationales, et tout le monde marchant bien sous la bannière de quelques élites éclairées. De toute façon, ce qui est reproché aux musulmans actuellement, c'est de ne pas se métisser. Par la nouvelle génération, les jeunes commencent à se métisser, à se mélanger, à laisser la religion de côté, la tradition de côté, mais ce qu'on les reproche majoritairement aux musulmans, c'est de ne pas se métisser. Et entre guillemets, comme je crois que c'est Sora qui l'a rappelé, c'est reproché, alors je vais le citer de tête, c'est reproché aux musulmans de ne pas se métisser et de ne pas se mettre au noachisme. Tout à fait, mais oui, bon, justement, la pseudo-religion universelle d'union
de toutes les peuplades. De toute façon, concernant... Que mon père a été le premier à relever et dont Hillard a repris la suite sans citer ses sources, une fois de plus. Ceux qui seront intéressés, votre père en a parlé dans son livre Le secret des francs-maçons. Tout à fait. Sur les réseaux sociaux, en commentaire à un article de Marianne concernant Éric Zemmour, un internaute a affirmé: dans la tête d'Éric, il y a de la culture et d'intelligence, une culture politique remarquable. Alors que plusieurs internautes faisaient remarquer que Zemmour prône la guerre civile, un prénommé Patrick Devost a affirmé: Zemmour ne cherche pas la guerre civile, mais une guerre de défense de notre pays contre les envahisseurs, qui veulent à terme nous coloniser par leur nombre et leur religion guerrière. Souhaitez-vous apporter votre commentaire? C'est désespérant de voir des commentaires comme ça, vraiment encore une fois la bêtise humaine, est-ce qu'ils ont devenu la champ d'inconnu. Bon, alors, la culture de Zemmour. Quand Zemmour dit que de tout temps Israël c'était la France et la France c'est Israël, de tout temps ça veut dire la monarchie française aussi. Qu'ont fait les rois de France? Sinon, mettre à la porte régulièrement les Juifs du fait des révoltes populaires qu'ils suscitaient par leur usure et autres trafics humains. Alors de tout temps, Israël n'existait pas. C'était les différentes communautés juives qui étaient accueillies par charité à certaines époques et qui étaient mises à la porte régulièrement du fait de leur propre faute. Parler du roi Saint-Louis comme du roi juif, est-ce de la culture historique? Etc. etc. J'en ai parlé à plusieurs reprises, notamment dans la politique, on en a déjà parlé dans des entretiens. D'ailleurs, j'ai même fait une conférence là-dessus, je crois. Donc Zemmour est un falsificateur de l'histoire de France. Nier qui le pousse à la guerre civile, c'est très simple. Et rappelez-vous le raisonnement que j'ai déjà tenu à plusieurs reprises, parce que c'est évident. Pourquoi est-ce que M. Éric Zemmour ne fustige pas les Attali, Minc et compagnie, Bernard-Henri Lévy et tutti quanti, ce qu'on appelle l'intelligentsia juive, qui n'ont de cesse et qui n'ont eu toujours de cesse que de pousser à l'immigration. Parce qu'en fait, si maintenant ils cherchent à rallier les dits nationaux et catholiques français autour des intérêts juifs, c'est parce que certains juifs de lui-même comprennent que cette immigration que leurs élites ont fait venir et continuent à nous imposer se retourne progressivement contre eux. Donc il faudrait des alliés pour le combattre. Et je répète ma question, pourquoi M. Éric Zemmour, dans sa démarche, ne fustige pas les Attali et compagnie? Est-ce que c'est clair? On entend ce discours aussi, certaines personnes de nos milieux qui disent oui, mais là, on est arrivé à un tel point d'envahissement d'halogènes que le combat prioritaire, c'est déjà de les remettre dehors, de les renvoyer, avant de s'occuper du problème juif qui l'a importé. Oui, mais je regrette beaucoup. Quel est le maître d'œuvre de cette politique? Et rappelez-vous, je me tue à répéter sur tous les temps, si on veut régler un problème, il faut remonter à la cause. Si vous n'éradiquez pas la cause, vous ne pouvez pas régler le problème. C'est évident. Alors, si on veut supprimer l'immigration, d'abord, il faut qu'il y ait une volonté politique. Oui. Alors, la volonté politique, c'est le contraire. C'est nous appeler. Tous les jours, ils rentrent, enfin, peut-être pas tous les jours, mais ils rentrent chaque année des milliers et des milliers de nouveaux migrants. Parce que c'est le but du mondialisme, justement, pour submerger les identités nationales. On en a parlé tout à l'heure. Pour les diluer, on va dire. Et si on veut couper réellement l'immigration, on ferme les frontières, comme on aurait dû le faire d'ailleurs pour le début de l'épidémie, que M. Macron n'a pas voulu. On coupe les pompes aspirantes,
c'est-à-dire tout ce qui est offert aux migrants dont les Français nécessiteux ne bénéficient même pas, alors ces gens de nos milieux qui disent ce que vous avez cité, je les renvoie à ces évidences. Et là encore, je dis, quels imbéciles, et je me retiens. C'est comme pour un cancer, on doit aller tuer les cellules cancéreuses. Si on veut supprimer l'immigration, d'abord on ferme les frontières et on coupe les pompes aspirantes. Mais pour ça, il faut d'abord liquider le pouvoir en place. On continue sur Éric Zemmour. Dans un article du 2 juin dernier, ça a été vu dans le site internet du magazine Marianne, il a affirmé à propos de la France, je cite, « Cette nation, qui n'est ni une race, ni une ethnie, ni même une géographie, est une construction toute artificielle, toute politique, qui doit tout aux hommes. » Que lui répondez-vous concernant cette affirmation? Eh bien, c'est justement la négation de la nation et de ses origines. Donc, pour lui, ça doit être une construction volontariste, unissant tout et n'importe quoi, sans correspondre à un dessein national. Or, qu'est-ce qui a constitué la France? Ça a été justement cette vision d'un destin et d'un dessein national de la part de nos rois. C'est ça que le monde juif voudrait supprimer. Donc tout ça, ce sont des parlottes pour impressionner le public. Ça ne repose sur rien. Et ça rejoint tout à fait ce que disaient Macron et son ministre de l'immigration à l'époque, comme il s'appelait déjà, Éric Besson, je crois. Disait que la France, c'est pas une nation, c'est un lieu de passage, c'est un lieu de... Enfin, c'était la même idée, il faudrait que je retrouve ça. C'est dans mon livre, le complot mondialiste, de toute façon. Donc c'est ça, ces gens-là, ils veulent absolument que les Français oublient qu'ils remontent à une nation qui a été à la base de la civilisation européenne. Il faut gommer ça. Il faut que les Français oublient leurs origines glorieuses. Parce que ce n'est que sur là-dessus qu'ils pourront édifier leur nouvel ordre mondial. Nicolas Dupont-Aignan a répondu par une citation de Charles de Gaulle à tous ceux qui exigent que les Français cèdent au communautarisme et s'agenouillent les yeux baissés comme aux États-Unis. Donc il cite cette citation de Gaulle. Il n'y a qu'une fatalité, celle des peuples qui n'ont plus assez de force pour se tenir debout et qui se couchent pour mourir. Le destin d'une nation se gagne chaque jour contre les causes internes et externes de destruction. Que pensez-vous de son affirmation? Sa reprise de Gaulle. Oui, d'accord. C'est une très belle formulation. Mais, C'est de Gaulle. qu'a fait De Gaulle? L'inverse. Il s'est plié à tout pour pouvoir parvenir. Donc je conseillerais, vous voulez pas pour cotiser pour envoyer un exemplaire de mon livre sur De Gaulle à M. Dupont-Aignan? Pour qu'il sache de quoi il parle. Parce que quand même, De Gaulle s'est appuyé sur tous les ennemis de la nation, sur les francs-maçons, sur les juifs. Il n'y a qu'à voir son entourage à Londres. Sur les communistes. Ceux qui, sur les Français, pardon, Français, appelaient au meurtre des partisans du maréchal Pétain. Et comme je le fais observer dans mon livre sur De Gaulle, en fait, toute l'action de Gaulle n'a pas été tournée contre l'occupant, ça a été tournée contre la Révolution nationale. Pourquoi? Parce qu'en bon défenseur des idées de la Révolution, De Gaulle combattait cette Révolution nationale, justement, qui tournait le dos au principe de 1789, au faux principe de 1789. Tout est là. De Gaulle est un agent de la Révolution. Il n'est pas du tout le libérateur que l'on nous présente. C'est ça, c'est pour ça que, patiemment, lentement, j'ai édifié mon livre sur De Gaulle, parce que je voulais que tous les pans du personnage, tous les aspects, toutes les facettes du personnage soient étudiés à fond, sur base de documents historiques.
Il suffit de voir la manière dont est traité De Gaulle aujourd'hui dans les médias. Il est encensé à l'extrême droite, tout comme l'extrême gauche. Ben, c'est ce que je fais remarquer justement dans mon livre. Comment se fait-il que de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par Le Pen, tout le monde l'encense? C'est invraisemblable. La France vit sur un mensonge. Et tant qu'elle vivra sur un mensonge, elle ne pourra pas se relever. C'est comme ça. Donc voilà, et Dupont-Aignan, ça on connaît le Dupont-Aignan, il fait du patriotisme bon marché, mais c'est un menteur. Alors, menteur, bon peut-être pas menteur, mais disons par ignorance. Pour ça, vous voulez pas vous cotiser pour lui envoyer un de mes livres? On va y songer. Il y a lui, il y a eu Marine Le Pen aussi, qui je sais pas où, faire ses hommages. Il y a eu Asselineau comme d'habitude. Mais il y a eu un tas de gens qui ont fait. Ah tiens, je viens de voir que Asselineau avait une nouvelle plainte au FAS, c'est le cas de le dire, pour harcèlement sexuel homo. Bon, on va passer à l'étranger avec le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, qui appelle à une gouvernance mondiale qui soit mordante et prépare le Great Reset de l'économie mondiale. N'est-ce pas toujours la démarche mondialiste que vous dénoncez depuis des années? Alors, j'ai bien précisé en petite parenthèse que si les gens doutent de ce que je viens de dire, ils peuvent aller sur le site officiel de l'ONU, faire leurs recherches, tout est écrit dessus. Oui, bien entendu, mais c'est des démarches mondialistes. Et je vais en parler cet après-midi justement dans ma conférence. Il y a tout de même quelque chose de très curieux dans cette accélération de l'histoire d'aujourd'hui avec l'épidémie, avec ce qui a été utilisé de l'épidémie provoquée. J'en dirai un peu plus long tout à l'heure et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Mais tout ça, ça fait partie. Alors, ma thèse, c'est qu'ils essayent d'accélérer les choses parce qu'ils ont peur de perdre la main. Et alors, quel lien peut-on faire avec l'affaire? Vous dites qu'il y a une accélération de l'histoire. Quel lien peut-on faire avec l'affaire Floyd aux États-Unis et donc de cette utilisation médiatique outre-Atlantique? Là, oui, ça a un lien d'abord parce qu'on trouve les mêmes derrière. C'est culpabiliser les Français, on les a culpabilisés sur la colonisation, et c'est la suite. Donc, pour les empêcher de réagir, toujours la même chose. Si vous êtes culpabilisé, vous n'osez pas réagir. Et propre aux États-Unis, parce que là on est dans la question à l'étranger, il y a vraiment une explosion prochaine des États-Unis qui semble être prévue, ne serait-ce que par les conflits raciaux. Justement, mais c'est ça qui va arriver à la France si on n'y met pas bon ordre. C'est que toutes les sociétés multiraciales, ça se termine mal. C'est multiconflictuel. C'est multiconflictuel. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut haïr ceux qui ne sont pas du même genre que nous. Rappelez-vous la réponse que j'ai faite au sujet du nationalisme tout à l'heure. Mais simplement, ceux qui acceptent notre héritage, pas de problème. Les autres, c'est dehors. À commencer par ceux qui se servent de ces gens-là. Ça veut dire toute cette clique judéo-maçonnique. On peut peut-être passer la question. On en a déjà parlé, oui. On va passer à Monseigneur Vigano, ancien nonce apostolique aux États-Unis, qui a déclaré récemment, je cite, « Je crois que le point essentiel pour mener efficacement une bataille spirituelle, doctrinale et morale contre les ennemis du Christ est la certitude que la crise actuelle est la métastase du cancer conciliaire. Faute d'avoir compris la relation de cause à effet entre Vatican II et ses conséquences logiques et nécessaires au cours des 60 dernières années, il ne sera pas possible de rétablir la part de l'Église dans la direction du cap fixé par le divin timonier et maintenu pendant 2000 ans. » Souhaitez-vous commenter ce que Monseigneur a dit? Remarquable. Je dirais que c'est une synthèse de Pie IX et de Pie X. C'est ce qu'il dit. Il serait souhaitable qu'il soit le prochain pape. Je crains que ce ne soit pas le cas, mais il est remarquable.
Et je ne peux que saluer son courage par rapport aux différentes démissions de quelqu'un qui est très bien vu dans le milieu, le cardinal Sarah, qui un jour fait des déclarations qui sont pas mal, et l'autre jour vient défendre François. Il y a un problème. Donc vraiment, le cardinal Vigano, chapeau. Chapeau, il a très très bien formulé, témoin de la phrase que vous avez citée, tout est là. Et pour la dernière question, nous allons en Russie, qui démarre la campagne pour le référendum fédéral du 1er juillet sur la réforme constitutionnelle. Une vidéo gouvernementale a été diffusée contre l'adoption des couples homosexuels dans le même temps. Et depuis 2013, la loi interdisant le prosélytisme homosexuel auprès des mineurs, le Kremlin renforce donc les valeurs morales traditionnelles. Que pensez-vous de la fermeté de Poutine à ce sujet ? Bon, alors, ce n'est pas... Disons que c'est déjà passé, parce qu'on connaît le texte de la Constitution. Là aussi, c'est absolument remarquable. C'est un texte nationaliste. Il n'y a pas un mot à retrancher, une virgule à enlever. Donc, c'est centré sur la loi naturelle, la famille, référence à Dieu. Référence à Dieu. Il faut voir d'où vient Poutine, quand même. Hein? La nation. Donc tout y est, à la fois l'aspect naturel et religieux, et la fois défense de la nation. C'est absolument remarquable. Donc on ne peut pas dire que Poutine soit un ennemi de sa nation. Alors justement, rappelez-vous combien de fois j'ai canonné contre Pierre Hillard, quand il dit que Vladimir Poutine est un élément du mondialisme. Quand on voit les réactions de la presse mondialiste aujourd'hui contre ce texte de la Constitution russe, voté très très largement par le peuple russe, c'est plus qu'un référendum. On se demande à quoi sert M. Pierre Hillard, à part faire citation par citation, qu'il va chercher à droite et à gauche. Il construit des trucs, comme m'a dit quelqu'un dernièrement, qui me l'a écrit dernièrement, il ne fait que copier. Il ne fait que copier, oui, des textes qui parfois sont intéressants, mais dont il ne tire pas les conséquences. Et se tombe de cible. Alors, est-il à ce point aveugle ? Mais je regrette que sa façon de désigner encore et toujours Poutine comme un élément du mondialisme, et il faut lui donner des lunettes à ce garçon. Je sais qu'il en a déjà, il faudrait qu'il revoie ses verres. C'est pas croyable, il y a un problème. Donc il est fort heureux déjà de voir que Poutine sera potentiellement réélu pour 2 mandats. Et donc Emmanuel, tout à l'heure tu faisais la réflexion, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de potentiel successeur qu'il a mis en place Ça, c'est comme à chaque fois quand il y a un homme qui s'impose, qui crée une dynamique autour de lui. Bon, évidemment, ça provoque des réactions contraires. Et on peut attribuer au manque de successeurs que l'on constate, ça a été vrai pour Salazar, ça a été vrai pour Franco. Pour Pétain, le problème est différent, puisque tous ceux qui auraient pu lui succéder ont été liquidés par De Gaulle, physiquement. Il est certain qu'à une forte personnalité, il est difficile de trouver un remplaçant. C'est un fait de l'histoire, c'est comme ça, et c'est pour ça que, vous savez très bien, c'est pas la première fois que j'en parle, mais votre question est intéressante parce qu'elle relance ce problème. L'intérêt du principe monarchique, c'était quoi justement? C'était la stabilité. Après un bon roi, on pouvait avoir un roi de moindre qualité, mais le principe monarchique tenait l'ensemble. Il n'y avait pas de basculement brutal d'un autre côté. Tant que la monarchie française restait dans la ligne de la monarchie de droit divin, c'est ça qui est fondamental, il ne pouvait pas y avoir de grands bouleversements. Il pouvait y avoir des faiblesses. On l'a vu avec Charles VI, rattrapé par Jeanne d'Arc, etc. Et à partir du moment où la monarchie commence à faiblir sur le plan des principes, et ça commence, comme vous le savez, puisque je l'ai dit de nombreuses fois, avec Louis XIV,
puis avec des hauts et des bas avec Louis XV, et puis avec l'affaissement final avec Louis XVI, à partir du moment où la monarchie française a cessé d'être fidèle aux principes qu'il avait constitués, ça a été la fin. Donc notre but à nous, puisque le nationalisme français, comme je le dis, c'est la régence de la monarchie par défaut. Donc je suis pour le principe monarchique, mais je suis contre les deux prétendants actuels. C'est à qui sera le plus démocrate, le plus parlementaire, etc. Alors, flûte. Donc, si un jour il doit, je viens de me répéter encore une fois, si un jour il doit y avoir, et ce serait souhaitable qu'il y ait un retour de la monarchie, ce sera par un homme nouveau, un genre de capé, qui un jour dira « fais-moi le roi ». Et bien on l'espère. Merci M. Poncarnassac pour cet entretien. Merci, docteur. Merci à vous pour vos bonnes questions et à tous ceux qui ont collaboré à ces questions. Et ça, j'avoue qu'on a une réservoir de correspondants qui nous alimentent en informations, en questions éventuelles, qui expliquent justement la richesse de toute cette documentation que l'on peut fournir au fur et à mesure. Donc je tiens à les remercier. Puisqu'on a parlé de mon entretien dans Rivarol, je tiens encore une fois à remercier Jérôme Bourbon du courage qu'il a eu, du courage qu'il a. C'est un revirement très intéressant et très porteur. Et ben voilà, le combat continue. Et pour donc pouvoir se procurer votre livre, notamment sur De Gaulle, c'est désormais disponible sur eBay, la plateforme, parce que certains souhaitent acheter directement en ligne. Ah oui. À défaut d'avoir pu faire une page boutique sur le site, parce que ça prend du temps, et puis des compétences particulières. Vous m'en direz davantage là-dessus. Et il sera disponible, j'ai déjà commencé, il sera disponible aussi sur Amazon. Ouais. En tout cas, ah oui. J'ai commencé. Mais je vous ferai parvenir. C'est évident que ça ne plaît pas énormément que l'on soit diffusé par Amazon, qui est une boutique américaine, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut que l'information passe le plus possible. Donc, il faut utiliser tout ce que l'on peut utiliser tant qu'on peut le faire. Ce qu'il faut, c'est avoir toujours en tête quel est le but que nous voulons atteindre. Est-ce que vous pensez que la fin justifie les moyens alors ? Jamais le dire. Bon, jusqu'à une certaine limite. En fait, tous les moyens qui sont bons. Ce sont des moyens techniques. Mais il est évident, vous savez très bien, que pour arriver, je ne me plierai jamais à dire le contraire de ce que je pense. Bien au contraire. Ça, c'est ma ligne directrice. Mais tous les moyens techniques qui permettent d'améliorer la diffusion, ça, j'utiliserai sans aucun état d'âme.